Allô Europe 1, J'ai une question à vous poser. 10h midi. Allô Elena ? Elena Morna. 11h05 sur Europe 1, c'est l'heure de l'actu santé du jour avec Isabelle Quenin. Bonjour Isabelle. Bonjour Elena, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous nous dites qu'il va falloir revoir le contenu de nos assiettes. Et même le revoir à la baisse côté portion, c'est ce qui ressort des conclusions de la nouvelle étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Alors on connaissait les recommandations précédentes, elles dataient de 2002, le fameux 5 fruits et légumes par jour. Alors qu'est-ce qui va changer aujourd'hui ? Eh bien rien, on ne change rien, mais on va beaucoup plus loin. 3 produits laitiers par jour, des féculents à tous les repas, des protéines animales 1 à 2 fois par jour, limiter bien sûr les matières grasses, le sel et le sucre. L'assiette idéale des Français ne devrait comporter que 500 grammes de viande rouge par semaine. Nous aurons droit désormais à 25 grammes de charcuterie par jour, soit, Elena, la moitié d'une simple tranche de jambon. Également mis à l'index le jus d'orange, considéré comme boisson sucrée et donc à proscrire. Alors cette assiette quasi idéale, d'un point de vue nutritionnel, ferait de ceux qui décident d'adopter le régime de futurs centenaires. Pour autant, ce nouveau plan santé n'est-il pas un peu trop restrictif ? Les explications du docteur Jean-Michel Cohen, médecin nutritionniste. C'est un plan qu'on peut considérer comme plus restrictif que celui qu'il y avait auparavant, mais il est quand même très très intéressant. Ce qu'il faut observer, c'est plusieurs choses. D'abord, la réduction globale des protéines, elle est admise désormais. Cette réduction des protéines d'origine animale, elle est compensée par une augmentation des protéines d'origine végétale, notamment à cause des légumineuses, puisqu'on demande de les augmenter. On pousse l'accent essentiellement sur les fibres, en expliquant que c'était pas seulement les fibres des végétaux qui étaient intéressantes, mais qu'il y avait d'autres fibres, et particulièrement ces fibres qu'on trouve dans les légumineuses, qu'on va appeler des fibres prébiotiques, c'est-à-dire qu'ils seront à l'origine des probiotiques dont on sait qu'ils sont tellement intéressants par rapport à la santé des gens. Et puis, il y a surtout la fameuse attaque sur les jus de fruits. Et là, pour une fois, il est reconnu le fait que les jus de fruits contiennent exactement les mêmes taux de sucre que les sodas, sans avoir d'avantage nutritionnel, parce que le faible taux de vitamines qu'il y a à l'intérieur n'a pas vraiment de signification intéressante. Et là, je trouve qu'ils ont été très forts. C'est la première fois qu'ils se mouillent autant. Alors on continue Isabelle avec l'histoire d'Oriane ou la miraculée du choc thermique, toxique. Non mais moi je suis déjà à la pollution atmosphérique qui fait froid, c'est toxique. C'est le titre du Parisien et c'est surtout son dossier santé aujourd'hui qui raconte l'histoire d'Oriane, une jeune femme de 30 ans qui a frôlé la mort après une septicémie liée à l'utilisation de tampons hygiéniques. Son histoire commence par une simple poussée de fièvre et continue en service de réanimation. Alors un choc toxique, c'est le passage d'une toxine dans le sang et ses effets peuvent être gravissimes. 19 chocs toxiques liés à l'utilisation des tampons ont été recensés en 2016. Les médecins s'inquiètent de cette recrudescence et recommandent, en cas de doute, en cas de fièvre, de ne pas attendre et d'aller aux urgences. Dans les années 80, une marque hyper absorbante de tampons avait été retirée du marché aux États-Unis où elle avait provoqué 900 chocs toxiques. Gérald, vous vouliez intervenir ? Oui, c'est une complication qui est assez connue, rare mais connue. C'est le staphylocoque qui va sécréter une toxine et qui va diffuser dans l'organisme. Et pour prévenir ce syndrome du choc toxique, il faut rappeler qu'il faut bien se laver les mains avant la mise en place de ce tampon. Ça, c'est vraiment une règle de base. Il faut ensuite alterner l'utilisation du tampon avec d'autres modes de protection, et je pense aux serviettes hygiéniques. Et troisièmement, et ça c'est extrêmement important, il ne faut pas laisser le tampon en place plus de 4 à 8 heures. C'est vraiment les recommandations. Et on termine avec le chiffre du jour, Isabelle. 7, alors Elena, 7 comme 7 ados sur 10 qui trouvent que décidément, mettre un manteau, c'est vraiment trop ringard. C'est les manteauphobes. Même en période de froid, ils sortent en blouson ou en veste demi-saison, la plupart du temps également en basket socket. Et tous les parents sont confrontés à ce problème, couvrir son ado par grand froid. Les raisons seraient multiples, opposition à l'autorité parentale, mais pas seulement, bouleversement hormonal, nécessité de suivre l'exemple des autres en attendant, ado peu couvert, manque l'école souvent. Oui, c'est peut-être ça le but. Et puis il y a une cause, le but caché. Il y a une cause à laquelle on ne pense pas forcément, c'est le problème de thyroïde. Vous savez, quand on a une thyroïde qui fonctionne trop, eh bien on a souvent trop chaud. Donc ça vaut le coup, si notamment une adolescente, parce que c'est plus les filles que les garçons, a sans arrêt chaud, ça vaut le coup d'aller faire vérifier la thyroïde, en tout cas d'en parler au médecin. Mais c'est vrai que ça me fait trop mal quand je les vois en arrivant ici. Ça fait trop froid, pas trop mal. Quand je les vois arriver à 7h du matin sans manteau, ça me fait trop mal pour eux. Effectivement, il y a peut-être une envie de sécher les cours.